j'ai appelé le rétablissement qui est le rempart contre la stigmatisation. Moi, je suis toujours... je vais avoir 60 ans la semaine prochaine. Et puis, avoir la schizophrénie versus la stigmatisation, ce qui était plus dur pour moi, c'est de vivre la stigmatisation que de vivre la maladie. Malgré que je vais avoir 60 ans, je vis encore la stigmatisation. Et c'est ça que je trouve difficile. Ça, je vais vous avouer, partout où je vais, dans les services gouvernementaux, les services de santé, la schizophrénie, c'est toujours ce qui ressort. Puis dès qu'ils voient ce mot-là, ou ils entendent ce mot-là, ben, ils n'écoutent plus. Peu importe ce que tu fais, peu importe. Dernièrement, je suis allé à, on appelle ça Emploi Québec, là, vous avez l'équivalent ici en France, pour aider les gens à aller sur le marché du travail. Alors, je monte mon dossier. Moi, je travaille à temps plein. J'écris des livres, je fais de la télé, la radio, etc. Et là, la première chose que la personne me dit, vous êtes schizophrène. Ben oui, mais la connais pas, là. Ah, mais tu savez, c'est stressant, schizophrène, là. Nous, on ne pourra pas vous aider, là. Je dis, madame, vous savez ce qui est stressant? C'est pas le marché du travail qui est stressant. Ce qui est stressant, c'est une fonctionnaire qui me stigmatise. Ça, c'est stressant. Bref, bon, ça a été des longues discussions, mais ça revient toujours sur le plan. Donc, je vais vous parler aussi, à travers la stigmatisation, de la paraidance. Hein, la paraidance, moi, j'ai été paraidant dans un centre hospitalier psychiatrique là, à Québec, qui s'appelle maintenant c'est un grand nom, le CIUS, c'est l'Institut universitaire en santé mentale de Québec. Là, il y a des paraidants depuis 2005. Et puis, ces derniers mois, les paraidants sont devenus des employés à part entière de l'hôpital. Ils sont même syndiqués. Ils sont dans le même syndicat que les autres membres du personnel de l'hôpital. Donc, c'est une première, je dirais, mondiale même à ce niveau-là. Donc, on est très, très heureux, très contents que ça se fasse. Mais il y a toujours un débat sur la scolarité des paraidants. Parce que quand on engage, moi, dans mon dossier, à l'hôpital, vous savez, comme je l'ai dit, j'ai juste le lycée. Par contre, j'ai un certificat de folie, ça, tout le monde. Ça, c'est... Puis c'est ça qu'on demande aux paraidants. On ne leur demande pas d'avoir des diplômes universitaires. Parce que les diplômes universitaires, tu vas dans l'université, là, tu ouvres une porte et il en sort 10. Hein? Il y en a partout. Il y a des gens qui ont eu une maladie mentale. C'est ça qu'on a besoin. C'est ça vraiment qu'on a besoin. Puis, comment on fait pour justifier le salaire d'un paraidant? Pas à partir de sa scolarité, c'est à partir de son vécu. Alors, combien ça vaut une maladie mentale? C'est ça la question qu'il faut répondre. Parce que dans le prérequis d'emploi, c'est marqué « doit avoir une maladie mentale ». Ah, OK. Combien ça vaut? On n'a pas encore la réponse, mais juste pour vous dire qu'il ne faut pas trop sombrer à... Tu sais, on ne cherche pas un infirmier qui a une maladie mentale, on ne cherche pas une travailleuse sociale avec une maladie mentale, on cherche un ou une paraidant. C'est ça qui est fondamental. Donc, il faut juste faire attention de ça. Bon, vous savez tous, moi, on m'a déjà dit que j'avais une maladie mentale et c'était sans issue. Il n'y avait rien à faire. Il y a eu une réunion de famille, là, puis il y avait ma soeur et Gatan qui ont dit « Votre frère, il est fini. » Puis il parlait à ma soeur de moi comme si je n'étais pas là. Ça, c'est le fun aussi. Mais finalement, bon, ma soeur a refusé d'accepter ça. Puis, parce qu'il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours... vous savez, c'est comme un asperge. Moi, je compare ça à une aspergerie. Quand tu sèmes des graines d'asperges, ça prend 3 ans. Oui, 3 ans avant qu'il émerge un petit bout de verre. Là. Donc, pendant 3 ans, le cultivateur, il doit arroser, il doit retourner la terre, il doit s'en occuper pour absolument rien. Il ne se passe rien. Puis à un moment donné, pouf, ça émerge. Alors, une personne qui a des troubles mentaux, souvent, je les compare à des asperges. Parce que
On les accompagne, on leur fait l'éducation, on les aide, on soigne les traitements, on a l'impression qu'il ne se passe absolument rien, comme notre cultivateur avec ses asperges. Puis un beau jour, pouf, et lui aussi, il y a un petit bout de verre qui émerge. Puis soudainement, donc on ne sait jamais quand est-ce que l'asperge dans la personne va émerger, on ne sait jamais. Puis des fois, vous avez l'impression de travailler pour rien, c'est pas vrai de travailler pour rien, parce que ça se travaille par en dedans. C'est comme ça que je vois ça. Donc, puis, j'ai eu le cancer aussi dans ma vie, donc ça m'a permis de comparer les services. Quand j'étais en psychiatrie, quelqu'un parlait un peu fort, comme moi, ben, on se retrouvait en contention, hein? Attaché sur un lit, bon, en jaquette, puis... J'étais en oncologie, on recevait des traitements, puis il y a un autre patient qui a pété les plombs, puis qui frappait des murs, puis là, le personnel est allé vers cette personne-là, puis elle a dit « Exprimez votre colère! » J'ai pogné mon air, moi. On ne m'a jamais dit ça en psychiatrie, moi. Exprimez votre colère! Hein? On l'étouffe. Hein? On l'étouffe, il faut apprendre à parler ta voix. Alors, je me suis dit, on pourrait organiser un café-rencontre entre le personnel en oncologie et le personnel en psychiatrie pour expliquer que avoir une maladie mentale, c'est fâchant. Puis c'est comme le cancer. Quand tu apprends que tu as le cancer, tu es fâché. Pourquoi moi? Puis quand tu apprends que tu as une maladie mentale, pourquoi moi? Tu sais, moi, la maladie, je la souhaite à personne. Puis ça m'arrive d'être fâché. Encore d'un fois aujourd'hui, ça m'arrive d'être fâché. Puis c'est correct, c'est bien correct. Il faut laisser l'espace de parole pour ça. Parce que ça fait partie de nous, ça fait partie des émotions qui nous habitent. Voilà. Donc, juste pour dire, comme je vous parlais de projet de vie, imaginez là, que vous êtes la personne qui a un trouble mental, vous êtes le patient, vous êtes dans l'auto. Puis si vous n'avez pas de destination, ben, l'auto reste sur place. Elle n'avance pas. Où j'ai travaillé à Québec, on avait des gens qui étaient hospitalisés depuis 40 ans, imaginez. Ces gens-là n'avaient aucun projet de vie, aucune destination. Ils sont là depuis 40 ans. Alors pour éviter qu'aujourd'hui, nos jeunes soient là encore pendant 40 ans, il faut qu'ils aient un projet de vie. Et là, quand les soignants embarquent dans l'auto, ben, tout le monde va dans la même direction. Comme je vous disais, un projet de vie, ça peut être bon pour vous, pas bon pour l'autre. Mais qui on est pour critiquer ça? Je veux un autre exemple. Au Québec, il y avait un gars qui... Son projet de vie, lui, c'était de réaliser des films porno. Ah oui! Le personnel, il a dit non, il n'est pas question qu'on l'accompagne là-dedans. Je me suis dit, là, il faut faire une distinction. Il ne vous a pas demandé de jouer dans le film. Il vous a demandé, il voulait faire un film. Donc, il faut l'orienter vers le cinéma. Il faut l'orienter vers une formation en réalisation ou en caméraman, etc. Et finalement, c'est ce qu'ils ont fait. Cette personne-là, ben, finalement, elle ne fait pas de film porno, mais elle fait du cinéma. Bon. Mais ça laisse motif, donc c'est ça qui est important. Donc, brièvement, là, quand on fait un plan de rétablissement, ça prend d'abord un projet de vie. Et il faut créer des alliances avec le médecin, l'infirmière, les parents, la famille. Tout le monde, on ait la même compréhension, puis on aide la personne à aller dans le même sens. C'est sûr que 50% d'entre nous, on consomme des drogues. Donc, on a essayé de taper sur la tête du monde, ça ne marche pas. Fait que, on y va par la réduction des méfaits. Qu'est-ce que c'est la réduction des méfaits? C'est, par exemple, une personne, bon, ça fait 3 fois qu'il est à l'urgence parce que tu as consommé de la drogue. Qu'est-ce que tu dirais si on apprenait à consommer de la drogue sans que tu viennes à l'urgence? Ça sonne drôle dans votre tête, là, mais c'est une méthode qui fonctionne très bien. Ensuite, bon, connaître ses signes avant-coureurs. Ça, c'est tellement fondamental.
moi, je m'assieds et je dresse une liste exhaustive de mes signes avant-coureurs. Qu'est-ce qui fait que je vais commencer à perdre mon équilibre mental? Et puis, ma femme, elle a une copie de cette truc-là. Puis quand elle me voit aller, oh, Luc, on dirait que tu m'avais parlé de tes signes avant-coureurs, là, puis tu étais là-dedans. Là. Ah! Ben moi, je me suis engagé, quand elle disait ça, d'aller chercher de l'aide suite. J'attends pas. Au travail, c'est pareil. Hein. Je travaillais dans l'hôpital psychiatrique, puis j'avais une entente avec mon supérieur immédiat, qui connaissait mes signes avant-coureurs. Dès qu'il me voyait commencer, il me disait: ah, Luc, tu sais, on s'est entendu, là, que va chez toi te reposer, tu reviendras. Simplement. Puis cette formule-là a bien fonctionné. Puis il y avait un responsable de moi, c'est mon patron. Puis les autres, ma santé mentale, c'est pas de leurs affaires. Ça les regarde pas. Des fois, il appelait mon patron, il disait: ben Luc, je pense qu'il n'est pas bien, il commence à être en crise. Mon patron disait: non, j'ai parlé à Luc, là, il s'est fâché un matin. Puis il a le droit de se fâcher. Pas parce qu'il est schizophrène qu'il ne peut plus se fâcher, là. Il a le droit de se fâcher comme les autres. Puis si j'avais été à sa place, je me serais fâché moi aussi. Donc, c'est important de bien relativiser ça. Oui. Ensuite, les membres de la famille, hein, les proches. Les proches, ben, c'est important qu'ils soient là. Puis on le dit souvent, on le répète souvent, un proche ne peut pas aider son proche. Il peut l'accompagner, il peut le soutenir, mais il est aussi pris par l'émotion. Donc, c'est important que le proche aille chercher de l'aide aussi. Apprennent comment parler avec cette personne-là. Puis de faire attention parce qu'eux aussi sont victimes de stigmatisation. Eux aussi se font dire: ah, ton garçon de 20 ans, moi je lui donnerais un coup de pied dans le cul. Là, puis, tu sais, ah, ils se font dire ça, là. Mais ça ne marche pas comme ça. Donc voilà, le soutien, je pense que je prendrais avoir de l'eau, s'il vous plaît. Quand on prend des médicaments, on a un bouche sèche, hein, souvent. Quand on parle, on a un bouche sèche en plus. On appelle ça le système cholinergique. Hein? Le système cholinergique, c'est lui qui lubrifie notre corps. Partout. Quand on prend des médicaments, certains médicaments, à cause des troubles sexuels, ben oui, le liquide, il y en a pas partout, hein? Alors, des fois, il faut en parler à son médecin. Ça se corrige. C'est des gens qui se payent un service de femme de ménage. Une personne qui a une maladie et qui a du service de l'État chez lui, ben, ça ne fait pas lui une personne malade nécessairement. C'est dans le même sens. Ça lui permet d'avoir son autonomie. Donc, il faut changer notre regard face aux gens. Parce qu'on s'attend du rétablissement que les gens soient autonomes et parfaits. Ça ne se fait pas. Hein, ça n'existe pas, de la perfection. Puis souvent, on demande des affaires aux patients que les intervenants ne sont même pas capables de faire. Oui. Puis ils demandent ça aux patients. Il faut se questionner. Puis une des affaires qu'ils nous demandent, là, moi ça me fait rigoler. Ça. On n'a pas le droit de créer des liens intimes avec les gens. On n'a pas le droit de relations sexuelles. Là. Alors que le personnel couche avec tout le monde un peu. Eux, ils ont le droit. Mais pas nous. Hein? L'autre chose qui nous demande beaucoup, changer. En faut que tu changes, là. Est-ce que le personnel est capable de changer? Quand la direction annonce un changement, ben là, ça cacaille. Hein? Et après ça, ils viennent nous voir et ils nous disent: il faut que tu changes. Hey! Ça se fait pas comme ça. Hein? Donc, c'est ça. Il faut se remettre ça en perspective. Voilà. Donc, vous savez que je donne des cours à l'Université Laval aux résidents en psychiatrie, futurs médecins. Ça, c'est une question d'examen qui va comprendre. Donc, si tu as un mouvement, tu obtiens un rétablissement enrichissant. Si tu restes assis sur ton cul, tu as un rétablissement de cul.
soit en action. Et attendre qu'il se passe quelque chose, vous allez attendre longtemps. Ou attendre que la pilule fasse effet, vous allez attendre longtemps. Donc, il faut que vous soyez en mouvement constamment. Donc, pour moi, dans l'analyse que je fais de tout ce que je sais dans la littérature, pour moi, il y a 4 piliers fondamentaux. C'est l'espoir, l'appropriation du pouvoir d'agir, la famille et le travail. Pour moi, c'est les 4 piliers sur lesquels se repose le rétablissement. Tant que les gens ont de l'espoir, c'est le moteur qui fait avancer. Au Québec, dernièrement, il y a eu, le ministre de la Santé a voulu offrir l'aide médicale à mourir aux malades mentaux. Puis là, ça a soulevé un tollé de protestation, dont j'en faisais partie. Parce que pour moi, offrir l'aide médicale à mourir, c'est comme dire, ben, on n'a plus d'espoir. On ne sait plus quoi faire avec toi, il faut qu'on va t'aider à mourir. Ça résonne ça dans ma tête. Donc, l'espoir est toujours là. On a tant vu de gens qu'on croyait irrécupérables retrouver le goût à la vie, puis retrouver par toutes sortes de moyens aussi, avec l'aide de la psychiatrie, il y en a c'est avec l'art, il y en a c'est toutes sortes de trucs comme ça. Donc, c'est ça qui est important. Puis le travail, ben, ça peut être du bénévolat aussi, là, mais le travail, ça vient régulariser la personne. Hein? Donc, il faut qu'elle se lève le matin, il faut qu'elle se lave, il faut qu'elle prépare son repas, etc. Donc, c'est ça que ça fait le travail. Parce que quand des gens, quand je travaillais, ils m'appelaient, ils étaient sur l'unité de soins, puis ils disaient, Monsieur X, il ne veut pas se lever. Ah. Là, je disais, qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui, Monsieur X? Ben, rien. Ben, je sais pas, il se lèverait. Moi, quand j'ai rien à faire, je me lève pas. Je sais pas vous, là, mais moi, je me lève pas. Donc, si on veut que les gens se lèvent, qu'ils soient occupés, hein, il faut faire de quoi qu'ils aiment. Donc, c'est dans ce sens-là. Donc, l'espoir, j'en ai parlé tantôt. Quelqu'un qui croit en moi, ça, c'est important. Vous savez, quand j'ai demandé, j'avais demandé à mon intervenante, je lui avais dit, moi, je vais être conseiller politique. Puis elle m'a regardé qu'un beau grand sourire, elle a dit, hey, ça va leur faire du bien aux politiciens. Tu sais, elle m'a cru. Puis le fait qu'elle m'a cru, c'est pour moi l'instant crucial de ma vie. Il y a quelqu'un qui croyait en moi au moment où moi, je n'y croyais plus. Ça a littéralement transformé ma vie. Puis ça m'a amené à mettre un peu de spiritualité dans ma vie. Moi, je fais de ceux qui croient que s'il n'y a pas de spiritualité, il n'y a pas de rétablissement. Donc, c'est important. On ne demande pas des grandes religions, mais afin de croire. Aussi de croire que peut-être quelque chose de plus grand que nous qui peut nous aider. Puis, on entend souvent des intervenants, il ne veut pas rien faire, on ne sait pas quoi faire. Mais votre rôle, c'est d'éveiller le désir. Puis comment est-ce qu'on fait pour éveiller le désir? Ben, c'est en proposant des choses, en montrant des choses. On ne peut pas rêver de quelque chose qu'on ne connaît pas. Hein? C'est dans ce sens-là qu'il faut que les personnes connaissent ce qui se passe dans la vie. C'est quoi ces options? Et le soutenir, ça veut dire que si elle manifeste un désir quelconque, il faut l'aider à ce qu'il se réalise. Il ne faut pas dire, moi, c'est pas mon mandat. Non. Vous donnez à quelqu'un que c'est son mandat. Il faut éveiller le désir. Puis, je vais vous donner l'exemple de Patricia Deegan, qui est une usagère américaine. Hein. Patricia, elle, pendant 4 ans consécutifs, sa grand-mère l'a appelée tous les samedis en disant, est-ce que tu viens faire les courses avec moi? Puis pendant 4 ans, Patricia Deegan a dit non. Puis elle était à l'hôpital, puis elle se berçait, elle fumait, avec les doigts jaunes et tout. Puis au bout de la 4e année, sans aucune raison, sans aucune explication, Patricia a dit oui, je vais aller faire les courses. Et ça a été l'élément déclencheur. Puis ce qu'elle nous raconte, c'est jamais abandonner. Il ne faut pas abandonner. Même si on croit qu'il ne se passera plus rien. Puis cette femme-là, son projet de vie, c'est de devenir psychologue. Comme Caroline. Eh bien, elle y est arrivée.
Hein, aujourd'hui, Patricia Deguin, elle a un doctorat, elle est psychologue. Et c'est sûr que c'est pas tout le monde d'entre nous qui peut réussir ça, mais à l'époque où elle se berçait, puis elle fumait, il n'y a personne qui aurait pu dire « Hey, cette femme-là va être psychologue. » Ben non, ben non. Alors qu'aujourd'hui, elle est ça qui est. Donc voilà, la reprise du pouvoir d'agir, ben, c'est aussi à un moment donné notre responsabilité de s'informer de ce qui existe. Faire des choix. Des fois, on fait des choix, c'est pas toujours facile, mais il faut en faire. Bon, gérer ses symptômes, prendre ses responsabilités. Ça aussi, au début, c'est pas facile, c'est toujours les autres qui prennent tes responsabilités à ta place. À un moment donné, ça vient à toi à prendre tes responsabilités normales de la vie. Vous savez, quand les intervenants sont en réunion d'équipe, ils disent quelle punition on va lui donner parce qu'il n'a pas fait ce qu'il avait à faire. Ça s'appelle la punition, le mot dit. Quand il faut se creuser la tête, je pense que c'est de la punition. Mais si quelqu'un ne va pas travailler, bien, il n'y a pas d'argent, et il ne peut pas aller à l'épicerie, il ne mangera pas. C'est les conséquences de la vie. Il faut aussi prendre des risques. Je ne sais pas vous ici, mais moi, à l'hôpital où je travaillais, c'est zéro risque. Hein? Ça veut dire que tout est barré, les gens sont en pyjama d'hôpital, puis il ne faut pas qu'ils sortent. Puis... Mais à un moment donné, il faut prendre des risques. Il faut les sortir. Il faut les habiller. Peut-être qu'ils vont se pousser, peut-être. Ou peut-être qu'ils vont rester aussi. Mais quand on met en plan des choses, tu sais, à un moment donné, le DG, vous savez, il dit parce que l'hôpital voisin, il y avait un patient qui s'était poussé. Moi, il dit, moi, ça arrive ici, là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, si tu as l'appui des parents, de l'équipe traitante, de la personne elle-même, il n'y a pas de problème. Parce que l'hôpital voisin, il n'en avait pas parlé à la famille. Il avait autorisé une sortie à un patient qui était à risque, puis s'était poussé. Mais si la famille avait été impliquée, il n'y en aurait pas eu de plainte. Tout le monde aurait été. Donc, c'est dans ce sens-là, prendre des risques, mais prenons-les ensemble. Voilà, on achève, hein? Oui, ça, c'est... ma littérature scientifique. Donc, vous savez, moi, je prends des médicaments tous les jours. Je m'en passerai pas. J'ai un bon équilibre entre l'effet thérapeutique et les effets secondaires. Puis j'ai une dosette, là, en avant de moi, sur la table, au souper. Surtout au souper, j'y prends. Ma femme me dit, Luc, n'oublie pas de prendre tes peluches, surtout la bleue. Et Patricia Deguin, dans une de ses conférences que j'ai assistées, parce qu'elle habite Boston, puis c'est pas loin, nous, elle disait qu'il faut sortir de la tyrannie de la fidélité au traitement. Puis là, elle expliquait que les personnes, là, les patients, à chaque intervenant qu'ils voient, ils se font demander, t'as-tu pris tes pelules? Faut que tu prennes tes pelules. C'est important, là, tes pelules. Tout le reste, on n'en parle presque pas. Hein? Ses études, son travail, sa vie amoureuse, sa spiritualité. Mais, n'omet pas de prendre tes pelules. Hein? Ça, c'est important. C'est ça une tyrannie. Hein? Puis là, je ne juge pas, mettons, des psychiatres, là, je juge pas. C'est le système qui est comme ça. Hein? J'entends souvent à la télé des reporters, il a pris ses pelules, on est correct. C'est une fausse sécurité. Hein? Vous savez, c'est une fausse sécurité. Donc, il faut enseigner aux gens, vous savez, les gens qui ont des troubles chroniques. En Amérique du Nord, là, 50% des habitants ont une maladie chronique. C'est énorme. Je ne sais pas ici en France, mais... Et parmi ces gens-là, 80% des gens ne prennent pas leurs médicaments de façon régulière. Les gens qui ont une transplantation cardiaque, après 6 semaines, ils arrêtent de prendre leurs médicaments. Donc, les gens qui ont une maladie mentale, ce ne sont pas des martiens. Ça se peut qu'ils oublient de prendre leurs médicaments. Mais au lieu de taper sur la tête, il faut leur montrer quoi faire quand ils s'en aperçoivent. Tu sais, on dit aux gens, toi, combien de fois par semaine tu oublies tes médicaments? Bah, il va te dire, bon, moi c'est 2.
Donc, en disant deux, il vient de dire qu'ils oublient. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Tu sais, parce que si tu t'en aperçois 10 heures après, il ne faut pas que tu prennes double dose. Tu vas dormir longtemps. Donc, c'est d'éduquer c'est ça, d'éduquer la personne. Il ne faut pas que la personne ait peur. Vous savez, dans les réunions de famille, là, moi, j'ai des beaux-frères qui prennent des médicaments parce qu'ils font de la haute pression, ils font du diabète. Eux, ils parlent, ils sont tannés de prendre leurs mots et petit peu le. Moi, ne t'avise pas à dire que tu es tanné de prendre tes pilules. Pourtant, je suis un humain comme les autres. Ça peut m'arriver, moi aussi, d'être tanné des prendre. Des fois, ça dure 20 minutes. Après qu'on a jasé, bon, on passe à un autre sujet, tout simplement. Donc, c'est dans ce sens-là. Des contrats d'ULIS, ça existe en Ontario, qui est une province du Canada. En fait, c'est le patient qui signe ses volontés, comment il veut être traité, s'il perd la boule, hein, s'il devient inapte. Je trouve ça très intéressant. Puis, comme je dis en Ontario, c'est légal, donc c'est respecté. Moi, je veux tel traitement, ou je veux pas telle pilule, je préfère telle pilule, etc., etc. Donc, c'est vraiment la volonté de la personne. Alors, je ne sais pas, ici en France, on pense à ça ou c'est loin? Ah ouais, ça existe pas, voilà. Bravo. Dans la gestion de crise, comme le chat ici. Quand vous êtes une équipe de travail, demandez aux gens comment est-ce qu'ils veulent être appelés. Hein? Moi, j'aime pas ça qu'on m'appelle Monsieur Vigneault, j'aime pas ça. Moi, je m'appelle Luc, puis appelez-moi Luc. Donc, ça, connaître ces signes avant-coureurs. Demandez à la personne qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire si elle est en crise. Elle va vous le dire. Merci. Demandez-lui qu'est-ce qui lui fait du bien. C'est quoi qui te fait du bien quand tu es en crise? Ça peut être lire, courir, marcher, peu importe. Mais travaillez avec la personne avant la crise. Demandez-lui ce qu'elle aime, comment est-ce qu'elle veut que ça soit fait. Puis vous allez voir, c'est très, très aidant. Maintenant, pour les pères aidants, comme vous voyez, on n'est pas des héros. Les experts, c'est l'équipe en soi. Hein? Des fois, quand je travaillais à l'hôpital, on m'appelait et on me disait, Luc, il y a un patient qui est en dessous du lit, il ne veut pas sortir de là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Hein? Moi, je ne peux pas rien faire. Parce que pour aider quelqu'un, ça prend d'abord un lien de confiance. Parce que si je n'ai pas un lien de confiance, quand même, je me pencherai en dessous du lit pour y parler, ça ne donnera pas grand-chose. Donc, il ne faut pas nous prendre pour des héros. On n'est pas des héros plus que les autres. Ensuite, on travaille beaucoup avec le projet SMART. C'est-à-dire qu'un projet de vie, ça doit être bien spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, avec un temps limité, un échéancier. Puis là, on se fait une belle feuille. C'est avec ça qu'on travaille avec la personne. Puis à chaque rencontre qu'on fait avec la personne, on sort ce petit papier-là. Au lieu, parce que des fois, il y a beaucoup on parle de tout et de rien, mais il faut vraiment axer vers c'est quoi ton projet de vie. C'est sûr, nous, on n'a pas à critiquer, quand je dis réaliste, nous, on n'a pas à critiquer, mais il y a des projets qui sont irréalisables. Par exemple, moi, j'ai toujours rêvé de conduire une Formule 1, puis faire un tour. Mais à la grosseur que j'ai, je ne rentre pas dans l'auto. C'est irréaliste. C'est des choses comme ça qui peuvent. Mais si quelqu'un veut être astronaute, ben on lui dit que la plupart des astronautes ont 2 doctorats. Toi, ben on va commencer par finir ton lycée. Hein? Alors, c'est des choses comme ça. Ensuite, ça c'est tous des trucs pour lutter contre la stigmatisation, bien sûr. Le fameux pouvoir, l'appropriation du pouvoir d'agir. Moi, c'est comme un rhéostat, hein, l'intensité lumineuse. C'est-à-dire que la personne, quand elle est en crise, c'est les intervenants qui prennent le pouvoir. Comme une personne qui s'est fracturé une jambe, hein. Si quelqu'un tombe dans l'escalier, il y a une équipe qui va le prendre en charge, va l'amener à l'hôpital, ils vont le soigner. En santé mentale, c'est pareil. Puis, quand elle commence à se réveiller, ben là, on lui redonne tranquillement le pouvoir.
Puis ça se peut qu'une personne est d'un moment où elle n'en veut pas de pouvoir. Elle va vous demander de le prendre. Puis c'est bien correct. Parce que souvent, j'entends, avec l'appropriation du pouvoir, il faut qu'il fasse tout. Non, moi, je ne suis pas comme ça. Tu sais, bon, ma mère est décédée aujourd'hui, mais quand elle était vivante, j'aimais ça aller chez elle, parce qu'elle me prenait en charge. Hein? Elle me faisait à manger, elle faisait mon lavage, elle s'occupait de tout le temps. On aime ça, hein? Quand notre mère nous fait ça, hein? Ben, les gens, comme on a dit maintenant aussi, ils aiment ça. Des fois, ils veulent être pris en charge, c'est bien correct. C'est aussi le pouvoir partagé interpersonnel entre les disciplines, puis avec le système, avec le pouvoir administratif. C'est tout ça, là. Parce que si le pouvoir administratif ne donne pas de pouvoir d'agir à ses intervenants, les intervenants ne peuvent pas l'en donner aux patients. Hein, c'est entièrement relié. Bon. Puis dans mon processus de rétablissement, ce petit truc-là, ça vient de l'Université de Yale, aux États-Unis. Donc, il y a 5 étapes. Hein, on a clairement identifié 5 étapes. C'est non linéaire. Mais la première étape, qui est la personne est en état de choc ou en état de déni face à sa maladie. C'est pas le temps d'y parler de voyage ou de retourner travailler. C'est donc, le but, c'est vraiment de le traiter. Et plus la personne avance dans son processus de rétablissement, comme vous voyez, c'est de l'accompagner. Il faut être à côté. Il faut l'accompagner, lui donner des outils pour qu'elle puisse retrouver le pouvoir sur sa vie. Chez quel risque elle est prête à prendre, identifier ses besoins, etc. Alors, ce tableau-là, en tout cas, nous aide. Puis, quand on voit une personne pour la première fois, c'est d'essayer de le situer dans ce cheminement-là. Est-ce qu'il est dans l'étape 3, l'étape 4 ou l'étape 2? Donc, ça nous aide pour nos interventions de parallèle. Moi, je suis correct dans le temps. Ça, c'est fantastique. Ça, c'est des outils d'aide à la prise de décision. La décision partagée. Je travaille sur un projet de recherche avec Annie Leblanc. On commence avec les antidépresseurs, puis après ça, on fait les antipsychotiques. Donc, c'est tout simplement, comme vous voyez, il y a la liste des molécules. Si on prend le changement de poids, là, vous avez les plus, c'est ceux qui font prendre plus de poids. Les moins, c'est ceux qui en font moins prendre. Fait que donc, si quelqu'un est sensible à ça, bien, ça va l'aider à choisir la bonne molécule. Mais aussi, ça va être une discussion avec son médecin, c'est ça qui est important. Difficultés sexuelles. Hein, il y en a qui en donnent plus, il y en a qui en donnent moins. Alors, si le sexe est important pour vous, ben, vous allez prendre une portion, c'est ça? Il y en a pour le sommeil, il y en a qui endorment, il y en a qui l'éveillent. Arrêt, oubli, ça c'est. Je sais que j'en prends une sorte de ça. Il y en a quand tu espaces, mettons, il faut t'apprendre tous les soirs à 8 heures. Là. Puis là, tu as oublié d'apprendre à 8 heures. Là. Rendu vers 10 heures, tu as comme des chocs électriques dans la tête. Hein? T'as pas ça, hein? Bon. Alors, on le sait, c'est lesquels qui font ça. Fait que si vous êtes une personne qui est portée pour plus ou moins les prendre en même heure, ben, allez pas vers ça. Vous allez avoir une vie d'enfer. C'est pas intéressant. Donc, c'est dans ce sens-là. Puis, comme je vous le dis, ça s'en vient avec les antipsychotiques. Moi, je trouve que c'est extraordinaire. Tu sais, ça permet à la personne de collaborer, de participer à son traitement, puis de faire la prescription avec le médecin. Donc, c'est très aidant. Rapidement, moi aussi, ce qui m'a beaucoup aidé, ce qui m'aide encore, même si j'ai l'air un peu gros, là, l'exercice physique, c'est fondamental. On devrait faire au moins 30 minutes d'exercice. Pour moi, un centre en psychiatrie, en santé mentale, doit avoir un volet exercice physique. Parce que si vous saviez tous les dommages que la sédentarité peut vous faire, c'est incroyable. Les ravages que ça fait, c'est incroyable. Donc, d'au moins marcher 30 minutes par jour, faire des clubs de marche, hein, on y va tout le monde ensemble, ça
c'est plus agréable. Mais ça aide pour l'obésité, le diabète, la haute pression, etc. etc. Bon, l'alcool puis la drogue aussi. Hein, vous savez les dommages que ça peut faire. Donc, mais moi, je travaille beaucoup avec une approche intégrée. C'est-à-dire pas la toxicomanie d'un bord, la santé mentale de l'autre. C'est qu'on travaille vraiment les deux choses en même temps, avec la réduction des méfaits. En tout cas, moi, c'est ce qui a été aidant pour moi. Et tout ce que je vous parle, c'est écrit dans le livre. Hein? Quelques stigmas, hein, je sais que Julien va en parler beaucoup, mais j'aime bien ça parce que l'Organisation mondiale de la santé et l'Association mondiale de psychiatrie ont identifié le stigma comme étant la pire chose qui peut arriver aux personnes, mais également dans un communiqué, ils ont dit même si on trouvait demain le médicament miracle qui guérissait instantanément la maladie mentale, ça ne nous servirait pas. Ça ne nous servirait pas parce que le stigma est tellement puissant que ça détruirait tout ça. C'est fort le stigma, c'est très très fort. Donc, il faut en être conscient. Puis les personnes, les proches, les intervenants, le centre hospitalier, on a tout quelque chose à faire là-dedans pour nous aider. Tout ça de la littérature scientifique. En fait, plus le diagnostic est grave, en guillemets, plus le stigma est profond. Hein? Comme je l'ai bien dit, les schizophrènes, ben, ça ne peut pas travailler. On sait que c'est faux, comme nous ici qui travaillent. Les gens sont violents, etc. On sait qu'il y en a, mais c'est pas la majorité. Donc, ayez ça en tête aussi. Il ne faut pas le nier. Il ne faut pas le nier quand tu vas chercher du travail ou quand tu vas chercher des services. Mais je vais quand même vous laisser sur une bonne note aussi. Pour moi, c'est important. Le monsieur qui est là, c'est un Isidore Beach Boy. Ça plus quelque chose pour les plus vieux. Brian Wilson est schizophrène paranoïde. Et c'est l'auteur-compositeur de toutes les tunes de musique des Beach Boys. Malgré cette maladie grave, c'est un génie, hein, il faut le dire, c'est un génie. Alors, on le voit ici accompagné de son épouse et de sa psychiatre, qui fait une campagne de prévention. Puis ça s'adresse à monsieur, madame, tout le monde. Ça s'adresse aux gens atteints, aux membres de la famille, au personnel, aux gens qui travaillent. Il y a 5 signes avant-coureurs. J'en parlerai des signes avant-coureurs. Il y a 5 signes avant-coureurs que vous devriez apprendre par cœur pour voir si votre collègue de travail ou un de vos patients commence à avoir. On parle de changement de personnalité, l'apparition d'agitation, le retrait social, négligence de l'hygiène personnelle et la perte d'espoir. Tu sais, quand vous avez un collègue de travail qui vient toujours manger avec vous, puis il ne vient plus, ben, il faut aller le voir. Il ne faut pas dire il ne faut pas attendre qu'il se passe quelque chose. Il faut aller le voir pour prévenir que ça s'aggrave. Voilà. Aussi, avant de terminer, ça m'a pris du temps à accepter et à comprendre que je ne suis pas comme les autres. Hein? J'ai une maladie mentale qui m'habite, mais je suis un handicap non visible, ça ne se voit pas que j'ai un handicap, mais j'en ai un. Mais je suis aussi performant, par contre, que les autres. Mais je vois quand même voir que je suis différent. Puis aussi, on parlait de mesures d'accommodement. J'ai beaucoup dans les places où on travaille. Il y a juste à se comporter comme les autres. Mais je ne peux pas me comporter comme les autres. Mais je ne peux pas. Puis aussi, imaginez, il y a une chose que j'entends aussi. Il va bien, là, on va y couper le service. Il va bien. Il n'y a plus besoin de nous autres. Puis là, on sait que 4 mois plus tard, on le revoit à l'urgence. Hein? Puis là, il retourne dans la machine. Imaginez quelqu'un qui a eu un accident, là, puis il a perdu l'usage de ses jambes. On lui donne un fauteuil roulant, on adapte sa maison pour qu'il puisse être autonome. Puis quand il va bien, là, ben là, les intervenants diraient, il va bien, on va y enlever son fauteuil roulant. Mais c'est ça que vous faites aux gens qui ont des troubles mentaux quand vous dites, il va bien.
On va y enlever le service. Ou y enlever son fauteuil roulant psychologique. Donc, pas parce que les gens vont bien, comme notre handicapé et ces gens, il faut les abandonner. Il faut continuer à leur offrir, pas un service aussi intense que quand ils étaient malades, mais il ne faut pas les abandonner à leur sort. J'ai une page Facebook aussi, pour ceux qui aiment Facebook, qui s'appelle Human Like Us, Humain comme nous, où il y a des gens qui ont mis leur face, puis ils décrivent leur passion. Puis ça finit par, ben moi, je suis schizophrène, ah, moi, je suis dépressif, ah, moi, je suis bipolaire. Donc, ça donne espoir beaucoup. Parce que les gens que tu vois là, tu ne penseras jamais que c'est pas écrit dans le front de personne. Alors, moi, j'y suis. Mon épouse aussi y suit. Et il suit. Si vous voulez mettre votre grosse face, là, vous êtes la bienvenue. On prend des candidatures. Mais allez sur le site, cliquez like et partagez. Et j'achète. La fameuse primauté de la personne. Hein? Ça, c'est un compte funèbre à Paris. J'étais à Paris. On est à Paris. Puis, en fait, j'étais au cimetière du Père-Lachaise. Je suis allé voir Gilbert Bécaud. Je ne l'ai jamais vu vivant, mais je l'ai vu mort. Là, je sors de là, puis dans sa veste, c'est écrit « Respectez vos volontés, c'est notre métier. » Wow! Il fait ça avec des morts! Nous autres, on n'est pas capable de faire ça avec des vivants! On va aller demander conseil! Respectez la volonté des gens, de vos clients, de vos proches. C'est comme l'entrepreneur confiné qui fait le mort. C'est ça, c'est du monde. Donc, en terminant, ça c'est la pyramide de Maslow, vous la connaissez, hein? Mais aujourd'hui, avec nos jeunes, ben, elle a changé un peu. Donc, c'est important, par exemple, dans les centres hospitaliers, que les patients aient accès au Wi-Fi et accès à Internet, parce qu'aujourd'hui, tout est là. Les jeunes ne communiquent pas que par ça. Tu peux chercher du travail, tu peux chercher un logement, plein de choses. Donc, un peu de publicité, ça c'est un des livres que j'ai fait aussi, qui s'appelle « Je suis une personne, pas de maladie » avec d'autres auteurs. Et 4 établissements, bon, on en a parlé tantôt. Et pour ne pas conclure, je vous dirais, quand vous vous apprêtez à partir en expédition, ne consultez pas une personne qui n'a jamais quitté la maison. Autrement dit, quand vous vous apprêtez à aller vers leur établissement, ben, consultez un père aidant, parce que lui ou elle a quitté la maison. Elle sait les épreuves qui vous attendent. Et voilà, je vous dirais à ma conclusion, vous êtes formidables, tout le monde. Vous êtes unique et précieux pour bien du monde, bien plus que vous pensez. Puis, merci beaucoup d'être là. Voilà. Donc, merci beaucoup, Luc, pour cette excellente présentation. Je pense qu'on peut calculer en fonction du nombre d'applaudissements qu'on vient d'entendre. Donc, c'était vraiment apprécié. On peut en profiter pour prendre environ 5 minutes de questions, des questions brûlantes, des questions qui vous surviennent dans la tête. Et après ça, on va faire une petite pause, juste 5 minutes. Oui, on peut faire une petite pause de 5 minutes. Puis on aura à la fin de l'après-midi scientifique une bonne période de discussion, donc on pourra avoir des échanges avec Julien, donc ça sera à ce moment-là qu'on pourra avoir des échanges un peu plus structurés. Donc, est-ce qu'il y a des questions brûlantes ou des commentaires ou quelque chose que vous voulez partager tout de suite à la conférence de Luc, pas M. Julien? Et voilà! Allez-y.
psychologique, ou un trouble psychologique, ou un trouble physique, si c'est répété à la fin, c'est simplement on ne plus le mettre en place, c'est un réflexe qui est de ne plus faire d'action parce qu'on sait qu'on va recevoir. Donc ça se met même en place à l'insu de notre planète. Et donc moi je pense que pour pouvoir travailler contre l'autostigmatisation, il est un point très très important de travailler sur ce mécanisme-là et de faire un déconditionnement, justement, de montrer que la même chose ne va pas entraîner une réponse négative, une fois, deux fois, trois fois, et là, on déconditionne. Et que ça serait vraiment, ça manque beaucoup dans la liste. Oh, mais je veux vous dire que je veux 45 minutes, j'ai dû faire des choix. Puis notre ami ici à côté, lui, c'est sa spécialité. Je pense qu'il va en parler encore mieux que moi de l'autostigmatisation. Oui. Pardon? Oui, absolument, absolument. C'est pas vrai. Sinon, Luc, une petite question en attendant que ça s'explique. Tu as parlé du contrat d'Ulysse, hein, oui, ça s'appelle. Jusqu'à quel point ça peut s'imposer par un médecin, à l'institution? Jusqu'à quel point ça va? Par exemple, quelqu'un ne veut pas être hospitalisé, on a vraiment besoin, ça ne peut pas s'imposer. C'est une question de sécurité. Mais si quelqu'un a besoin d'être hospitalisé, je ne sais pas ici chez nous, hein, parce qu'il représente un danger. Bon, s'il représente un danger, ben là, le contrat d'Ulysse doit quand même prévoir une hospitalisation forcée. D'accord, ok. C'est ça que. En disant, ben, si hospitalisation forcée, voici ce que je ne veux pas avoir. D'accord. Voici ce que j'aime bien avoir. D'accord. Si les volontés ne sont pas respectées, par exemple en cas de médicaments que la personne ne voulait pas, qu'est-ce qui peut se passer? Comment ça va s'imposer? Comment c'est reçu par les psychiatres en particulier, les prescripteurs? Est-ce que c'est arrivé qu'ils ne respectent pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Honnêtement, je vous dis, au Québec, c'est une base volontaire. En Ontario, c'est reconnu, c'est force de loi. Je n'ai pas eu connaissance que je veux procès. Honnêtement, je suis désolé. Peut-être que je demandais des avocats. Oui, d'abord. Regarde d'abord en haut, puis ensuite. En partant sur le même thème, vous pensez quoi des chambres d'isolement? Les chambres d'isolement? Pas mal en France, et on parlait de la volonté de la personne, et puis de prendre en compte la sécurité de la personne et des personnes autour d'eux. Mais je trouve que, bon, je voulais savoir vos pensées là-dessus, sur le sujet de mettre des personnes en chambre d'isolement. Ben, les chambres d'isolement, selon la science, ça a démontré son inefficacité thérapeutique. Donc, ça n'apporte rien. Pour le patient, ça n'apporte rien. Ça soulage les intervenants, mais ça n'apporte rien. Donc, moi, j'aime bien des salles multisensorielles. C'est-à-dire que j'ai visité ça, là, ça existe. Là, je suis allé à l'hôpital d'Ottawa, par exemple. Il y a une salle où la personne peut jouer de la musique. Il y a une autre salle où elle peut écouter de la musique ou écouter un film. Il y a une salle de lecture. Il y a une autre salle où elle peut écrire ses murs. Il y a une autre salle qui est super isolée où elle peut crier. Elle peut lancer des ballons lourds. Là. Il y a d'autres, un centre des religieuses qui ont ça. Ils ont un punching bag, je ne sais pas si c'est le bon terme français. Oui, punching bag. Donc, on donne des gants de boxe à la personne, puis jusqu'à temps qu'elle casse des foules. Alors, pour moi, c'est ça que je peux connaître. Parce qu'encore une fois, les salles d'isolement ordinaires, il faut être conscient que c'est inefficace, ça ne donne rien. Oui, alors, Véronique Callot, peut-être. J'ai vu qu'il parlait du travail, de la famille. Donc c'est vrai que les experts, c'est l'espoir, vous avez raison. Il nous faut beaucoup ici à New
dit, le logement, c'est très important, donner accès au logement. Encore une fois, moi, je n'ai pas parlé que j'avais juste 45 minutes. C'est vrai. Il y a une liste assez longue et exhaustive qu'on pourrait sortir sur tout ce qu'il faut faire pour établir la personne. Le logement fait partie, l'accès au logement, l'accès au travail, etc. Est-ce qu'au Québec, vous donnez déjà un emploi aux personnes attendant un logement? Oh non, c'est pas ça du tout. Non, non, non. Ah non, pas non. Je n'ai juste pas parlé par choix, parce que j'avais pas de temps. Les personnes qui sont en liste d'attente pour un logement ne peuvent pas accéder à un emploi. Donc c'est sans fin. Oh, ici? D'avoir un logement. On nous donne d'avoir un logement d'abord. Voilà. Avant d'avoir un enfant qui voudrait travailler. Alors on le laisse à l'hôpital parce qu'il n'y a pas de place dans les hébergements ni les logements. Voilà ce qu'on a dans le... Oui, puis il existe des appartements supervisés aussi. Il existe une multitude de formules, autres que juste un logement subventionné. Mais on pourrait faire une présentation juste sur le logement. Tout le monde espère que ça change un petit peu. Ben oui, absolument. Les personnes ici, les experts, l'association, elle voit le jour, en France. On espère qu'il fait cette dynamique pour inciter les personnes qui sont dans les hôpitaux, s'ils veulent travailler, leur proposer un emploi ou une formation avant d'avoir un logement. Oui. Parce que là, ils sont à la queue, quoi. S'il n'y a pas de logement, tu ne peux pas faire de formation, tu ne peux pas faire de travail, parce que tu n'as pas de logement, l'hôpital, c'est pas une habitation. Tu fais quoi? Voilà ce que vous demandez ici. D'accord. Une toute dernière avec Frédéric Callot, puisque je demande la parole depuis 5 minutes. J'ai une question sur l'intégration des résidents au sein des équipes. Vous avez parlé tout à l'heure de la nécessité, en fait, que le supérieur, en fait, connaisse un peu au droit, enfin, signer un coureur, et cette capacité de dire, voilà, lui, mais je dois vous dire, est-ce que ce processus-là, en fait, risque pas, en fait, de renforcer, en fait, la stigmatisation des résidents professionnels, et est-ce qu'à l'interne, du coup, dans votre équipe, vous avez imaginé, en fait, que les professionnels qui ne sont pas intéressants puissent aussi, en fait, finalement, témoigner de ces difficultés, ces moments où ils risqueraient, en fait, aussi, en fait, d'échapper, etc. Et qu'on puisse aussi, au même titre, en fait, que les résidents, les dire, bon, écoute, là, j'ai appris que l'école, voilà. Mais ça, comment ça s'est pensé, ça, et comment on l'a articulé, en fait, avec d'autres. Mais en fait, il y a aussi des professionnels qui ont des ententes avec le patron, pour toutes sortes de raisons. Évidemment, nous, vous savez, dans la lutte à la stigmatisation, il ne faut pas nier qu'il y a une maladie. Hein? Pas parce que tu deviens travailleur que tu es plus malade. Ça, il ne faut pas tomber dans ça. Donc, pour éviter justement que la personne rechute, on met en place un filet de sécurité, simplement. Puis, justement, c'est pas aux autres à aller dire aux parents, tu déconnes, ça, c'est pas deux affaires, ça ne les regarde pas. Il y a une personne qui est mandatée pour le faire, c'est à elle à le faire. Comme, au même titre qu'elle va aller voir un autre, un infirmier, tu vas 3 jours, tu arrives en retard. Ben, la prochaine fois, tu vas avoir une note à ton dossier. Au même titre. Bon, bien écoutez, 5 minutes de plus. Oui.